RMC, After Afrique. Nicolas Jamin. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'After Afrique, notre nouveau podcast 100% football africain, 2 fois par mois, des invités, des débats, des infos qui vont nous emmener vers l'événement de l'année, la CAN 2025 qui débute le 21 décembre au Maroc. Avec nous comme à chaque épisode, notre spécialiste foot africain Hamza Ramani. Salut Hamza. Salut Nico, salut à tous. Alors après Hamza, le Maroc, après la République démocratique du Congo, après l'Algérie, on parle cette semaine d'un des favoris de la prochaine CAN, le Sénégal. Les Lions de la Teranga font-ils toujours peur ? Question qu'on va se poser dans un instant. Sadio Mané est-il encore le leader technique de la sélection ? Et puis tiens, quel est le projet de jeu du nouveau sélectionneur Pape Thiaw ? On va en débattre avec nos deux invités, Aliou Goloko, journaliste sénégalais, et Alassane N'Dour, international sénégalais. Et puis on fera également l'éternel débat autour de la CAN, relancé par l'international anglais Jamie Carragher cette semaine et qui a enflammé le continent africain. La CAN n'est-elle pas suffisamment prestigieuse, comme le pense Carragher, pour permettre à Mo Salah d'être ballon d'or ? Puis en fin de podcast, Hamza, tes infos foot. On va parler de quoi ? De qui aujourd'hui ? Oui, il y a eu beaucoup de tirages au sort CAF ces derniers jours. On parlera Ligue des Champions, on parlera CAN U20, on parlera Championnat d'Afrique des Nations et puis on évoquera aussi quelques infos au Sénégal, au Maroc, en Algérie ou encore en Libye. Mais d'abord, place aux Lions de la Teranga. Avec Total Énergie, vibrons ensemble sur RMC. Alassane N'Dour est avec nous. Salut Alassane. Salut. Comment tu vas ? Ça va, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, je vais très très bien au show à Dakar. Au show à Dakar, t'as bien de la chance. On n'a pas la chance que tu as en tout cas. Ancien joueur de Saint-Etienne, ancien joueur de Troyes, notamment pour ce qui nous concerne, nous, en France. Ancien international sénégalais, 14 sélections avec les Lions de la Teranga. D'ailleurs, tu es de la génération 2002, Alassane, celle qui a fait tomber l'équipe de France au mondial en Corée, celle de Petit, Djorkaeff, De Sailly, Vieira, Zidane, pour ne citer que. Bon voilà, on ne te remercie pas, Alassane, toi et tes potes à l'époque. Pour moi, c'est encore un traumatisme. J'avais 22 ans à l'époque. Et je ne me suis pas encore remis, mais c'était un magnifique moment. On en parlera tout à l'heure, tiens d'ailleurs, Alassane. Alors, les Lions de la Teranga, 17e nation mondiale et 2e nation africaine au classement FIFA, font-ils toujours peur sur le continent africain ? Font-ils partie des favoris réellement de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations ? Hamza, on pose la question parce qu'il y a un léger doute. Den Khan, on s'en souvient, sorti en 8e de finale, certes par le pays hôte et vainqueur, la Côte d'Ivoire, mais il y a quand même des interrogations. Oui, il y a des interrogations. Après, j'entends ou je peux lire le constat d'échec. Moi, je le trouve dur parce qu'ils avaient réalisé un premier tour où ils avaient quand même montré une grosse supériorité sur les 3 adversaires qui étaient le Cameroun, la Gambie et la Guinée. Et puis arrive ce qui est arrivé face à un 8e de finale. J'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment d'explication d'ordre tactique ou footballistique face à la Côte d'Ivoire. L'entame de match était idéal. Mais voilà, il y a des jours où l'interrupteur bascule sur le off. Il y a des jours où c'est compliqué. Il est impossible d'expliquer le pourquoi est-ce que l'adversaire s'est réveillé et comment la Côte d'Ivoire a fait pour se qualifier, pour aller plus loin, même remporter cette Coupe d'Afrique. Donc évidemment qu'il y a un constat négatif parce que tu te fais sortir en tant que tenant du titre en 8e de finale, mais là aussi rappelons-nous que depuis l'Égypte, aucun tenant du titre n'a réussi à conserver son trophée et très souvent ils ont été éliminés même au premier tour lors de l'édition suivante. Comment a été vécue cette élimination, Alassane, au Sénégal contre la Côte d'Ivoire ? Très très mal. Très très mal. C'est une grosse désillusion. On a eu beaucoup de regrets parce que on avait une équipe capable d'aller au bout. D'ailleurs, on a montré lors des 3 premiers matchs où vraiment on a été carrément au-dessus avec, je pense, 7 buts marqués. C'était vraiment une équipe qui montrait des vraies valeurs du football, des phases d'attaque bien gérées, une assise défensive. Une équipe vraiment digne qui avait des ambitions à aller récupérer, comme on dit, le titre. Maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé sur le terrain. On a vu, moi personnellement, j'ai vu quelques lacunes sur le plan tactique où je n'ai pas vu l'équipe avoir du répondant quand on a marqué le premier but à la 4e minute. On a vu notre équipe reculer. Je ne sais pas, j'ai senti qu'il y a eu une certaine peur, un certain doute qui s'est installé, que
Et en face, on avait des éléphants qui étaient remontés à bloc, qui n'avaient pas envie de se voir chez eux. C'était Alassane irrationnel, hein, la Côte d'Ivoire, hein, du début à la fin, de la première journée à la finale. Parfois, comme disait très justement Hamza tout à l'heure, on a du mal à expliquer ce qui s'est réellement passé. Bon, en tout cas, le bilan qualif pour la CAN, il est parfait, hein, Hamza. Hein. Oui, alors c'est un groupe pas forcément évident. Il y a une grosse surprise puisqu'il est le Soudan surtout qui est en tête et qui n'était pas forcément attendu. Surtout que le Soudan, on le rappelle, avec la situation compliquée au pays, joue ses matchs sur terrain neutre. D'ailleurs, le Sénégal jouera face au Soudan, ce sera en Libye. Et puis juste derrière le Sénégal, il y a la République démocratique du Congo. Donc aujourd'hui, on est quasiment à mi-parcours. On peut considérer qu'il y a 3 pays qui vont se battre pour la première place et puis pour la place de barragiste derrière. Alors, j'accueille également, on est heureux de l'avoir avec nous aujourd'hui, un ami d'RMC, ancien collaborateur d'RMC, il est journaliste sénégalais, Aliou Goloko est avec nous. Salut Aliou. Salut Nico, bonjour à tous. Heureux de te retrouver, justement. Toi aussi, hein, 2002, tu l'as vécu en Corée. Tu étais déjà journaliste à l'époque, on en parlera avec toi tout à l'heure. Et tu l'as vécu avec RMC, avec Jeannot Rességuier d'ailleurs, avec François Pesanti à l'époque, notamment la victoire face à l'équipe de France et puis le parcours fabuleux ensuite jusqu'en quart de finale du mondial coréen. Donc, on le disait, Pape Thiaw, autre international de la génération 2002, a été choisi pour prendre la tête de la sélection. Aliou, est-ce que tu peux nous rappeler quel est son vécu de coach, Pape Thiaw? Quel est son vécu en tant qu'entraîneur? Ah oui, alors Pape a été d'abord footballeur professionnel et à la fin de sa carrière qu'il a dû terminer à l'île de la Réunion, il s'est inscrit au Voilà, bon, on retrouvera Aliou dans un instant, ça a coupé, on va essayer de le rappeler. Alassane, on le disait, et Hamza, hein, c'est un ancien joueur bien sûr, c'est un homme qui a brillé avec les jeunes générations du Sénégal. Avec l'équipe, la sélection A', puisqu'il fait partie de cette génération qui a remporté le championnat d'Afrique des Nations en Algérie, face à l'Algérie en plus en finale. Donc jamais évident, mais effectivement, il avait remporté son trophée avec la sélection A', avec certains joueurs, notamment Lamine Camara, que l'on voit aujourd'hui à l'AS Monaco. Donc Pape Thiaw, aujourd'hui, il a un profil très intéressant il peut s'appuyer sur les joueurs d'expérience qui jouent à l'étranger, mais il a surtout une excellente connaissance de la génération de footballeurs sénégalais évoluant au Sénégal et de la jeune génération qui est amenée sur les prochaines années à rejoindre, s'ils sont suffisamment bons, la sélection A. Alassane, c'est un ancien coéquipier à toi, bien sûr, en sélection. Comment sa nomination a été reçue au pays ? Ça a été reçu pour certains avec une grande surprise et pour d'autres comme nous, moi je dirais que il est légitime à ce poste-là. C'est quelqu'un qui a quand même joué au football, qui a été international, qui a eu un bon parcours, un bon CV en tant que footballeur, et puis aussi qui a rampé aussi, hein, parce qu'il faut le savoir, Pape Thiaw avait pris une équipe ici en Ligue 1. C'est d'ailleurs l'équipe qui l'a lancé, c'est l'équipe de sa localité. Et voilà, il a rampé, il a eu les A' lors du CHAN en Algérie. Il est sorti vainqueur de cette CHAN. Le Sénégal n'avait jamais gagné de CHAN de l'histoire du football du Sénégal. Donc du coup, je pense que c'était légitime. Déjà, les derniers 6 mois de Aliou Cissé, Pape Thiaw était son adjoint. Oui. Donc il a été nommé en tant qu'adjoint de Aliou Cissé. Donc je pense que maintenant, si Aliou n'est plus là-bas, il va falloir qu'on se penche vers Pape Thiaw. Bien vrai qu'il y avait d'autres. C'est ça, il n'était pas le premier choix, hein, Alassane, de la fédération au départ. Hein. On avait cité Habib Beye, on avait cité Omar Daf également. Oui, je ne vais pas dire qu'il n'était pas le premier choix, mais il faisait partie des choix. Donc il y avait 3 prétendants, 3 Sénégalais, 3 ex-internationaux, donc 3 internationaux de la même génération. Voilà, après, les résultats sur les 4 derniers matchs ont parlé pour lui, parce qu'il a fait quand même un parcours quasi sans faute. Je pense qu'après, à partir de là, la Fédé et le ministère des Sports étaient, je ne vais pas dire dans l'obligation, mais étaient quand même, voilà, le débat, il n'y avait plus de débat
entre les droits, parce que Pape avait quand même fait Et puis, ce que moi je retiens de ces 4 matchs-là, j'ai vu quand même une nette progression dans le jeu. J'ai vu aussi certains joueurs qui ont été lancés, qui étaient dans le groupe peut-être pour combler l'effectif. Mais aujourd'hui, c'est des joueurs qui sont avérés dans la sélection. C'est des joueurs qui, je ne vais pas dire leader, mais sur le plan technique, ils apportent beaucoup. Donc, ils se sont manifestés durant ces 4 derniers matchs-là. Et moi, c'est ce qui fait la force d'un coach. On a retrouvé Aliou, un le co-journaliste sénégalais qui est avec nous. Aliou, comment tu juges pour l'instant ses débuts en tant que sélectionneur et surtout qu'est-ce qu'il propose comme idée de jeu, Pape Thiaw? En fait, ce qu'on peut dire, c'est que, comme l'a si bien dit Alassane tout à l'heure, il a su s'imposer à la Fédération sénégalaise de football sur son temps d'intérim. Pendant les 4 matchs d'intérim, il a pu faire un parcours sans faute, 4 matchs, 4 victoires, 12 buts marqués, 4 clean sheets, 0 but encaissé. Donc, à partir de ce moment, il a convaincu les plus sceptiques pour lui de venir au sein de cette équipe. Et en fait, ce qu'on reprochait à Aliou Cissé lorsqu'il a pris l'équipe, c'était dans les choix tactiques, dans les choix des joueurs. Il a apporté sa touche personnelle en changeant un peu la manière d'évoluer de l'équipe, en redonnant de la confiance à certains joueurs qui n'étaient pas forcément des joueurs majeurs. Tu penses à comme qui Iliman Ndiaye, par exemple, Habib Diarra repositionné et tout dans son équipe, alors qu'ils n'étaient pas forcément sous leurs meilleurs atouts sous Aliou Cissé. Et après, dans le discours qu'il a tenu à la plupart des joueurs, il a dit « Faites-vous plaisir, jouez. Et puis, voilà, on prendra ce qu'on a à prendre. » Et donc, en interne, même les joueurs ont assez accueilli favorablement son arrivée. C'est une méthode de changement assez radicale dans la manière de travailler que celle de l'entraîneur Aliou Cissé. Et il a également pacifié ses relations avec la presse. Oui, parce qu'elle était très tendue, on se rappelle. On va retrouver Aliou dans un instant, les relations entre Aliou Cissé et la presse sénégalaise. La question aussi, Hamza et Alassane, c'est sorti capable de gérer les égos de certains quand la pression va monter. Il a été bon, il a réussi à relancer des jeunes profils, à intégrer des jeunes, Lamine Camara réellement aussi, relancer Iliman Ndiaye. Et puis il y a Sadio Mané. Alors là, attention, débat inflammable, Alassane avec Hamza bien sûr. Est-il toujours un atout pour le Sénégal? Je vais avoir des problèmes en disant ça. Pape Thiaw l'a fait jouer tous les matchs, 90 minutes, malgré son âge, malgré ses 33 ans. Son quotidien, c'est le championnat saoudien, Hamza, toujours. C'est ça. Les titulaires, il enchaîne tous les matchs tout de même. Quel est son réel niveau aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il apporte encore à la sélection sénégalaise, Alassane? Il a toujours un apport hyper positif. Je dirais, oui, il reste le leader sur le terrain. Parce que c'est l'un des joueurs les plus expérimentés, l'un des joueurs les plus cotés encore de cette équipe-là, bien vrai qu'il joue en Arabie Saoudite. On n'a plus le même Sadio étincelant qu'on avait à Liverpool, mais il reste quand même le leader parce que l'avant-dernier match, même où le Sénégal vraiment doutait contre le Malawi, je pense, à l'extérieur, c'est lui qui débloque la situation à la 89e minute. Donc Sadio reste un leader aujourd'hui technique sur le terrain. Et puis c'est quelqu'un aujourd'hui qui va aussi beaucoup créer la pression au sein de l'équipe adverse. Parce que forcément, ils vont toujours essayer de voir quel plan pour stopper Sadio. Donc ça peut déséquilibrer une équipe et tout ça. Donc il reste quand même notre leader. Mais après, moi, c'est plutôt son utilisation que j'attirais l'attention du staff technique pour voir comment l'utiliser. Quel devrait être son temps de jeu pendant une compétition. Parce que sur un match, oui, forcément, il est capable de faire 90 minutes plein, mais après, sur une compétition, moi, je trouve que c'est là où il faudra gérer son temps de jeu parce qu'il ne pourra peut-être pas enchaîner les 90 minutes sur 6 matchs et puis être performant. Donc, c'est là, pour moi, qu'il faudra vraiment poser le débat au niveau du staff, au sein du staff technique pour voir quel sera son temps de jeu sur la compétition. Tiens, je vais accueillir pour en débattre également avec toi, Alassane et Hamza, Papa habituel d'RMC, auditeur de l'After et de l'After Cannes, supporter sénégalais. Salut Papa. Salut Nico. Bienvenue. Salut Hamza. Salut Papa. Salut à tous. Bon, t'as vu, j'ai posé la question qui fâche un peu là. Sadio Mané est-il le Cristiano Ronaldo du Sénégal, quoi?
Juste avant de répondre à cette question, permets-moi juste de vous dire que moi je suis très honoré de participer On est content à de cette t'avoir émission avec deux légendes quand même du football sénégalais. D'ailleurs, Alou Goloko qui est quand même une des références du journalisme africain, et Alassane Dour qui, en plus d'être un international footballeur, il fait du bon travail sur le plan caritatif. Il n'en parle pas, mais c'est On va en quelqu'un parler, c'est prévu. Le Marmite du cœur, son association. Exactement, qui est très 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 humain et qui fait un excellent boulot. Donc je le félicite. Je profite de l'occasion pour le féliciter, pour le remercier au nom de toutes les personnes qui profitent de cette gentillesse. Merci, merci bien. Alors, concernant Sadio Mané, mon cher papa, comment tu envisages son rôle là, désormais à 33 ans passés quasiment? Lui, en fait, je pense que c'est à lui de décider quand est-ce qu'il va arrêter, parce que il nous a tellement fait du bien, c'est Sadio Mané. Voilà, il va quand même entamer sa 5e CAN, ce qui est énorme. Rien que de par son expérience. Après, comme l'a dit si bien Alassane, je ne sais pas s'il aura les jambes pour jouer pendant 90 minutes pour aller au bout. Ça va être compliqué, peut-être. Mais je pense qu'il peut encore rendre service de par son expérience, de par son humilité. Et c'est quand même, il restera le joueur qui nous a donné la CAN. Donc pour moi, cette question ne se pose même pas. Il sera dans l'effectif. Et voilà, il va accompagner ses petits frères. Et voilà. Et donc du coup, je pense que Sadio Mané a encore cette légitimité pour être. Il accepterait, papa, Alassane, il accepterait de jouer un peu moins, d'avoir un rôle un peu différent peut-être? Ouais, non, mais Sadio Mané, c'est un joueur professionnel. Si ce n'est pas le plus professionnel de l'effectif, c'est quelqu'un qui se met au service, qui sait se mettre au service de l'équipe. Après, ça sera plutôt à l'entraîneur de voir l'approche, de voir comment lui expliquer les choses, et puis voilà, s'appuyer plutôt sur lui aussi pour. Il ne faut pas aller en clash avec un joueur comme Sadio Mané, sinon tu perds tout le vestiaire, parce que c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup de poignes. Mais après, c'est à l'entraîneur aujourd'hui de trouver la bonne formule, la bonne communication pour parler avec lui, le sensibiliser sur beaucoup de choses, et puis et que Sadio Mané puisse jouer le jeu, parce que tout ça, c'est dans l'intérêt aujourd'hui de l'équipe, c'est dans l'intérêt du pays, parce qu'on a une nouvelle génération aussi qui est en train de pousser, qui est en train de montrer de belles choses, avec des joueurs qui ont une panoplie de joueurs qui ont des qualités extraordinaires. Donc ce serait dommage de ne pas trop profiter de cette fougue-là, de cette nouvelle génération qui est prête à aller au front pour cette équipe nationale. On va parler des jeunes dans un instant avec vous, Alassane et papa. Hamza, pas mal de joueurs, des cadres, des anciens surtout, se sont exilés dans le Golfe. Hein. On pense notamment à Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, Abdou Diallo. Oui, après, c'est une histoire aussi de concurrence, et à partir de quel moment la compétitivité restera le facteur principal pour le staff technique au moment d'aligner les joueurs. Tu évoquais justement Edouard Mendy. Il y a peut-être un nouveau gardien qui arrive en sélection, qui joue en Ligue 1, c'est Yehvan Diouf, qui a publiquement déclaré qu'il avait choisi la nationalité sportive sénégalaise, qu'il en avait discuté, je crois, dans un premier temps avec Aliou Cissé, puis avec Pape Thiaw. Donc, qui fait des grosses perfs d'ailleurs en ce moment. Hein. Peu importe son statut numéro 1, numéro 2 ou numéro 3, lui est totalement disposé à venir. Donc voilà, après, c'est le sport, c'est le principe de la concurrence, de la méritocratie. Et à partir du moment où on s'appuie aussi sur des joueurs d'expérience, peu importe le championnat dans lequel ils évoluent, puisque on l'a vu notamment sur la dernière CAN, on n'a pas besoin de jouer en première ligue pour aller très très loin en Coupe d'Afrique des Nations. Le plus important, c'est la compétitivité de la sélection. D'abord pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, et puis dans un second temps la Coupe d'Afrique au Maroc. Il y a aussi la question épineuse qu'on a connue en France, nous également il y a quelques temps, la question du neuf. Quel est le vrai neuf aujourd'hui du Sénégal? Je me tourne vers Aliou Goloko. Il y a du choix entre Habib Diallo qui lui joue à Damak, Chérif Ndiaye, Étoile Rouge Belgrade, qui cartonne d'ailleurs, 16 buts déjà cette saison. Nicolas Jackson avec Chelsea, pareil, 9 buts en Première Ligue. Aliou, quel est ton choix et le plus à même de porter le Sénégal? Écoutez, justement, nous avons une belle brochette d'attaquants. Le Sénégal, de toute façon, a toujours été une terre d'attaquants. Je rappelle que les rares Africains qui ont été meilleurs buteurs du championnat de France de Ligue 1 sont
parmi les 4 ou 5, il y en a 3 qui sont sénégalais. Ça veut tout dire. Il y a eu Moussa Sow, meilleur buteur du championnat de France. Il y a eu Jules-François Bocandé, meilleur buteur du championnat de France. Et il y a eu Mamadou Niang, pas meilleur buteur, mais parmi les plus grands buteurs du championnat de France. Donc, il y a eu Chabani Nonda qui est de la RDC. Donc, ça a été des grands attaquants. Le Sénégal en a toujours eu. En plus des 3 que vous avez nommés, il y a également Boulaye Dia, qui est également un très bon attaquant, qui a fait ses classes à Reims. Et il y a d'autres attaquants, d'autres jeunes attaquants qui n'ont pas force, qui sont pas passés par la Ligue 1, mais qui tapent à la porte de la sélection nationale, qui viennent d'autres championnats. Il y a aussi du côté de Metz des jeunes qui sont pas mal, Sabali et Diallo, qui peuvent également demain, qui sont potentiellement des joueurs de l'équipe A du Sénégal. Donc il n'y a pas de hiérarchie donnée. Je pense que le coach disait que lui, c'est la forme du moment. L'attaquant qui se montrera le mieux en place et le plus enclin à prendre en charge les besoins offensifs du Sénégal sera celui à qui il donnera sa chance. Mais après, ça reste une équipe. S'il ne fait pas le taf, il y en aura certainement un autre qui sortira du banc et qui pourra faire le travail. Mais au-delà de tout, c'est toute la production globale de l'équipe qui va être la plus importante à tous les niveaux et selon les différentes positions sur le terrain. Et il y a une nouvelle génération aussi qui arrive, qui s'est déjà installée dans les championnats d'élite européens. Nico, pour parler tout à l'heure, il y a 20 minutes, j'étais avec Sadio Mané, justement, on parlait du niveau sur l'Arabie Saoudite. Alors, fallait l'inviter. Il me disait que ils ont beaucoup de matchs qu'ils jouent. Il a joué quasiment tous les matchs cette année. 32 matchs. Et il me faisait comprendre que dans leur équipe, ils sont quasiment tous blessés, tous les étrangers, à l'exception de lui et Cristiano. Et le dernier en date, c'était Laporte. Il m'a dit Laporte est absent, serait absent probablement pour 2 mois et demi. Pour vous dire que le niveau en Arabie Saoudite n'est pas aussi faible qu'on le pense. C'est un rythme assez soutenu et il y a beaucoup de joueurs qui jouent ici et qui sont assez compétitifs au niveau international. Si vous prenez dans l'équipe de Hilal, en plus de Kalidou, avec le Sénégal, Bono avec le Maroc, vous avez quand même Milinko Savic et Petrovic qui jouent, et Mitrovic qui jouent encore dans leur sélection nationale de Serbes. Vous avez les joueurs de l'équipe nationale d'Arabie Saoudite, la plupart à Hilal. Dans les autres clubs, que ce soit Kessia, Arli, Edouard Mendy, Mahrez, ils sont tous dans leur sélection nationale. Et N'Golo Kanté, et on a vu quand il est revenu en France ce qu'il a fait. Donc ces joueurs-là restent tous compétitifs. J'ai vu le match Etihad-Hilal et vu la prestation de Moussa Diaby, de Benzema et de N'Golo Kanté, je pense qu'ils ont encore de la place avec les Bleus. Dis-moi, tu vas nous glisser quand même que tu venais de parler il y a 20 minutes avec Sadio Mané tranquillement à Aliou. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Comment il va? Non, il va très bien. Il va très bien. Vous avez parlé de la sélection ensemble? Oui, il a marqué hier. On a brièvement parlé de la sélection. On a parlé un peu de sa situation ici. La sélection, il reste toujours motivé pour l'équipe du Sénégal. C'est notre atout majeur, offensif majeur. Donc, comme l'on l'a si bien dit Alassane tout à l'heure, il reste le patron du jeu sénégalais. C'est le dépositaire de notre jeu. Et je pense que Pape Thiaw est parti pour avoir une grande confiance en lui. Il compte encore sur lui. Il compte en tout cas sur ces 4, que ce soit lui, Kalidou, Ghana et Dou. C'est des joueurs sur lesquels il compte et sur lesquels il est obligé de s'appuyer s'il veut aller reconquérir le titre. Il y a une jeunesse également. Il y a une jeunesse. Tiens, Hamza, citons quelques noms quand même de jeunesse qui sont en train d'éclore ou d'enchaîner les saisons. Notamment chez nous en Ligue 1, il y en a quelques-uns. Moi, il y en a un surtout qui me passionne parce que il est en train de performer aujourd'hui en Espagne. Officiellement, il n'est pas encore en sélection. C'est Hassan Diao qui joue du côté de Com aujourd'hui, que l'on avait vu en première partie de saison du côté du Betis. Serie A, ouais. Alors, est-ce que ce sera l'Espagne? Est-ce que ce sera le Sénégal? Moi, je pose la question à nos amis. Est-ce qu'ils ont des informations? Parce que s'ils parvenaient, les Sénégalais, à récupérer Diao, ce serait un coup formidable. Oui, en fait, je précise, Aliou, bon, il joue à Com. Il reste sur une série de 5 buts en 8 matchs de Serie A. Tout à fait. Il a fait 5 matchs en Serie A, il a déjà mis 3 buts. Il a fait une bonne arrivée à Como. C'est un gamin qui a connu toutes les sélections de jeunes avec l'équipe d'Espagne. Mais ça reste un Sénégalais parce qu'il est né au Sénégal. Sa famille, je pense, pousse pour qu'il vienne jouer pour le Sénégal. Le gamin lui-même aussi a envie de jouer pour le Sénégal. Et comme l'a si bien dit Hamza, ce serait une très très belle pioche pour l'équipe du Sénégal. Alors, il y a des échos selon la presse qui disent qu'il aurait donné son accord déjà pour le Sénégal. Au même moment, il y a l'Espagne qui le voudrait. Mais si vous voulez mon avis, moi, il gagnerait plus aujourd'hui à jouer avec le Sénégal qu'à jouer avec l'Espagne. Parce qu'à l'Espagne, au niveau de l'équipe d'Espagne, ça se bouscule devant
entre Lamine Yamal, Nico Williams, Torres et tous les autres, il devrait réfléchir par 2 fois s'il doit faire un choix, parce qu'avec le Sénégal, il a la certitude, en tout cas, de jouer et d'aller beaucoup plus loin, avec la chance de remporter une CAN qui reste aujourd'hui désormais, contrairement à ce que Jimmy Carragher a balancé, ça reste un tournoi de très très haut niveau, et même meilleur que l'Euro pour la dernière édition en tout cas, et donc il devrait réfléchir par 2 fois, mais je pense qu'il va choisir le Sénégal, c'est mon intime conviction. Intime conviction. Très rapidement, Nico, encore une info, vas-y Hamza. Pour moi, Hassan Diao, s'il rejoignait le Sénégal, c'est de l'ordre d'Elias Ben Seguir qui rejoint le Maroc. C'est du très très haut niveau et c'est potentiellement des joueurs qui peuvent marquer toute une génération, parce que je pense vraiment que si le Sénégal parvenait à le récupérer, ce serait exceptionnel. En plus, tu as un poste qui pourrait lui permettre d'être très important pour le Sénégal sur la prochaine décennie, justement avec un Sadio Mané, on en parlait un peu vieillissant, Iliman Ndiaye qui doit encore arriver à maturité en sélection, donc il peut avoir tout de suite une plus-value et être impactant en sélection. Il a quitté le Sénégal à l'âge de 3 ans avec sa famille, installé en Espagne. Il a joué avec les sélections espagnoles chez les jeunes, et donc effectivement avant d'être un joueur de Como sous la houlette d'un certain Cesc Fabregas. Donc il apprend, il est très bien entouré également, Hassan Diao. Alassane N'Dour est toujours avec nous, international sénégalais. Quel est le jeune, toi, la nouvelle génération, le joueur que tu voudrais mettre en avant? Ils sont nombreux, Habib Diarra, Pape Matar Sarr, Lamine Camara, on a parlé d'Iliman Ndiaye également. Ouais, moi je dirais eux tous, Diarra, Iliman Ndiaye et Pape Matar Sarr aussi, et puis je dis le Sénégal aujourd'hui a une aubaine d'avoir cette génération de joueurs-là qui déjà évoluent au haut niveau. Ils évoluent tous dans des grands clubs, dans des clubs qui sont confirmés. Pour moi, les mettre dans le bain tous, pour moi, il n'y aurait pas de surprise, parce qu'ils évoluent déjà dans les championnats les plus élevés. Maintenant, après, moi, j'ai un bon penchant pour Camara qui joue à mon poste, parce que moi, quand je jouais au foot, c'était plutôt en milieu relayeur, milieu numéro 6 et tout ça. Donc, c'est un joueur qui a qui a un bon bagage technique et puis beaucoup de volume de jeu, donc qui peut beaucoup apporter sur le plan offensif et même sur le plan défensif, sur la récupération. C'est un joueur qui récupère beaucoup de ballons. Donc, oui, j'ai un bon penchant pour Camara. Mais Diarra aussi, c'est un joueur qui m'a beaucoup plu sur les 3 derniers matchs là que j'ai vus. Donc, c'est un joueur qui impulse beaucoup, qui aime prendre les responsabilités, qui n'a pas peur et qui va souvent aussi participer aux actions offensives. Et tout ça, c'est des plus pour cette équipe. Donc, les lancer tous les 4, moi, j'aurais aucun problème là-dessus, au contraire, parce que ça va amener beaucoup de choses dans l'entrejeu. Et je vais me permettre de voir un tout petit peu plus loin. On l'a déjà vu une première fois en sélection. Il y en a un qui, malheureusement, en ce moment ne joue pas parce qu'il est blessé. C'est Amara Diouf. Qu'en est-il de la situation d'Amara Diouf, qui aujourd'hui est encore à Génération Foot? Alors, il y a forcément la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans qui arrive en Côte d'Ivoire fin avril. Est-ce qu'il sera disponible? Et puis surtout, Amara Diouf, on le rappelle, c'est le joueur le plus jeune à avoir porté le maillot de la sélection sénégalaise. Il avait 15 ans à l'époque. Est-ce qu'on estime encore aujourd'hui que cette précocité peut quand même lui permettre de se développer très rapidement, même si on rappelle qu'il doit attendre ses 18 ans avant de rejoindre l'Europe, que ce soit Metz ou ailleurs? Aliou. Oui, c'est bien qu'il soit en phase de reprise. Il a été traversé récemment par un drame familial puisqu'il a perdu son père, qui était une sorte de mentor pour lui. Maintenant, il va falloir voir comment il va ressasser tout ça, ce choc émotionnel, comment il va le vivre. Mais du point de vue sportif, il est en phase de reprise. Et c'est un garçon qui a énormément de potentiel, qui a déjà tapé à la porte de la sélection A. Je pense que s'il est rétabli, la CAN des U20 pourrait être un bon tremplin pour lui pour revenir et mieux revenir. Et certainement, plus tard,
tard à sa majorité, pouvoir rejoindre le club de son choix. C'est pour être le FC Metz, mais on sait qu'il y a Barcelone qui pousse, il y a Manchester City qui pousse et il y a Chelsea qui pousse. Mais à côté d'eux, il y a d'autres jeunes qui sont là, qui sont à Strasbourg notamment. Il faut aller voir du côté de Strasbourg, entre le jeune Sarr, dont le père a également été international sénégalais, mais qui a joué pour les équipes de jeunes de France. Il y a le petit Diong également, joueur de Chelsea prêté à Strasbourg. Il y a une longue liste de jeunes joueurs sénégalais qui sont déjà qui jouent à un très bon niveau déjà et qui sont des lions potentiels. Et le Sénégal fait du monitoring à tous ces niveaux pour pouvoir appeler les meilleurs et ceux qui sont prêts pour accompagner l'équipe A. Je rappelle que le Sénégal est tenant du titre de la CAN U20. C'était en 2023 en Égypte avec un certain Lamine Camara qui a été élu joueur du tournoi. Les Sénégalais, fut un temps, ont été détenteurs de la Coupe d'Afrique des Nations, du Championnat d'Afrique des Nations, de la CAN U20, de la CAN U17 et de la CAN de beach soccer. Tout ce qui leur manquait la CAN de beach soccer aussi. Tout ce qui leur manquait à l'époque, exactement. Tout ce qui leur manquait à l'époque, c'était la CAN U23 où ils malheureusement ne se sont pas qualifiés. Une fois qu'on a dit ça, je rappelle qu'Alassane N'Dour est avec nous, international sénégalais, que nous avons Aliou Goloko, journaliste éminent au Sénégal, Hamza Ramani et Papa est avec nous. Tiens, je vais commencer avec Papa. La CAN 2025, une fois qu'on a dit ça, qu'on a égrené tous les noms, les espoirs, les cadres, Sadio Mané, Lamine Camara, Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, CAN 2025, le Sénégal dans le groupe D, aux côtés de la République démocratique du Congo, du Bénin et du Botswana. Bon, Papa, t'es serein a priori, ça sort du groupe. Serré dans le football africain, on n'est jamais serré parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Donc tout est possible, mais normalement, si la logique est respectée, le Sénégal devrait sortir de ce groupe. Après, ce qui nous aide aussi, c'est qu'avec la nouvelle formule, il y a énormément d'équipes qui se qualifient, même la troisième équipe peut se qualifier. C'est ça, les trois meilleurs troisièmes. Voilà, les trois meilleurs troisièmes peuvent se qualifier, donc du coup, normalement, sauf catastrophe, on devrait bien s'en sortir. Bon, j'imagine. L'objectif, la victoire finale, évidemment, quand on est le Sénégal, Alassane, d'ailleurs c'est l'objectif fixé à Pape Thiaw, c'est de la remporter. Une deuxième Coupe d'Afrique des Nations pour le Sénégal après celle de 2022. Je pense que c'est quand même, oui, c'est un objectif pour moi normal, légitime, vu la qualité du groupe qu'on a, vu la qualité des joueurs qu'on a aujourd'hui. On ne peut pas se cacher derrière notre petit doigt en se disant qu'on n'est pas favori ou qu'on n'a pas ambition d'aller prendre la deuxième étoile. Maintenant, après, Pape est averti, c'est un entraîneur qui est averti, qui va se préparer en conséquence. Il aura beaucoup de matchs déjà avant cette grande compétition. En tout cas, on le lui souhaite, mais on sait que ce n'est pas un objectif pour moi aujourd'hui exagéré. Pour moi, c'est un objectif assez normal de vouloir aller prendre cette deuxième étoile. Hamza, où on situe le Sénégal aujourd'hui sur l'échiquier africain là? Parce que ça va être très dense cette CAN au Maroc. Il y a le Maroc, on en a déjà parlé dans un précédent podcast. Tu mets quoi toi? Sénégal outsider parmi les 3-4 favoris? Oui, forcément, naturellement tu les mets dans les 3-4. Après, encore une fois, je pense que la dernière Coupe d'Afrique des Nations nous a montré que le plus important au moment de débuter la compétition, c'est d'avoir un maximum d'humilité possible, d'être prêt à toute éventualité, parce qu'on a vu que ceux que l'on attendait se sont rapidement crachés, que ceux que l'on n'attendait pas, et forcément j'inclus la Côte d'Ivoire dans la manière dont s'est déroulé le premier tour, se sont retrouvés à aller tout au bout, avec le Nigeria que l'on n'attendait pas, avec l'Afrique du Sud qui avait eu une bonne période avant la Coupe d'Afrique des Nations, mais qui n'était jamais citée parmi les favoris. Donc le plus important, et finalement les deux objectifs vont se lier, c'est qu'en fait là il y a un an pour Pape Thiaw, mais pour l'intégralité des sélectionneurs, pour en fait préparer cette Coupe d'Afrique avec des éliminatoires très importants pour la Coupe du Monde. Il reste 6 matchs à jouer, 2 au mois de mars, donc forcément, l'objectif, en fait, il y a tellement d'objectifs sportifs et de matchs à enjeu entre mars et octobre prochain que finalement, j'ai envie de te dire, la Coupe d'Afrique arrive dans un second plan presque. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Aliou? Je précise que le Sénégal est deuxième de son groupe, mené par le Soudan, 2 points derrière le Soudan. C'est ça. Que le Sénégal va affronter en plus sur de la prochaine journée, qualif pour le mondial. Ce sera en Libye le 21 mars. Tout à fait. Le 22 mars à Benghazi. Je suis d'accord avec Hamza parce que d'ici à la CAN en décembre 2025, on aura joué 4 matchs, 2 au mois de mars et 2 autres au mois de septembre. Donc ce sera assez suffisant
pour jauger déjà notre position vis-à-vis de la qualification à la Coupe du Monde, mais également pour avoir une idée claire de ce qu'on aimerait proposer pendant la CAN au Maroc. Parce que n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de 109 qui en temps viendront dans l'équipe, ça je peux vous le dire. Déjà, parmi l'équipe qui avait été championne, on a vu qu'il y en a 11 qui n'étaient plus là. Et parmi ceux qui ont joué la dernière CAN, il y en a déjà 2, 3 ou 4 qui ne viennent plus au dernier regroupement. L'équipe se renouvellera certainement à un certain pourcentage, entre 35 à 40% de l'effectif. Et donc, les 4 matchs qui viennent, en septembre et en mars, seront un bon baromètre pour savoir ce que se représenterait l'équipe du Sénégal à la CAN au Maroc. Je rappelle que c'est tendu. 9 groupes, les 9 premiers sont qualifiés directement. On aura pour la première fois 9 sélections minimum africaines lors du Mondial 2026. Il peut y avoir une dixième. Le meilleur, les 4 meilleurs deuxièmes s'affronteront en demi-finale, finale. Et puis ensuite, il y aura encore une étape, un barrage final contre une sélection d'une autre zone. Mieux vaut terminer premier. C'est ça. Et le Sénégal, voilà l'enjeu pour le Sénégal qui est deuxième actuellement derrière le surprenant Soudan. Et puis Nico, question que je pose finalement à tout le monde, mais est-ce qu'aujourd'hui on peut se permettre, peu importe la sélection encore une fois, de parler de Coupe d'Afrique des Nations, sachant que potentiellement une non-qualification à la Coupe du Monde pourra coûter la tête de nombreux sélectionneurs pour qui ce sera l'un des objectifs. Ça veut dire qu'en octobre prochain, et je touche du bois, j'espère que le Sénégal ira à la Coupe du Monde, mais si le Sénégal ne se qualifie pas pour la Coupe du Monde, rien ne nous dit que Pape Thiaw sera aussi le sélectionneur lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en décembre. Aliou. C'est vrai, une non-qualification des ténors, des majors africains à la Coupe du Monde pourrait coûter la place à leurs sélectionneurs. C'est tout à fait normal, surtout que pour la première fois, il y aura 19 pays africains. Les responsables des fédérations se diront, si on n'est pas capable d'aller à une Coupe du Monde où il y a les 9 meilleures équipes africaines, ça veut dire qu'on n'est pas dans les 9 meilleures équipes africaines et que c'est une contre-performance. Et donc, les 13 pays qui ont déjà remporté la CAN, les 9 de ces 13 pays au moins devraient être à cette Coupe du Monde. C'est une pression supplémentaire, mais maintenant si on veut travailler sur le long terme, si on veut travailler pour plus de résultats efficients, parce que ces coachs, en tout cas pour le cas de Pape Thiaw, c'est pas lui qui a démarré les qualifs de la Coupe du Monde, ça peut être une circonstance atténuante pour lui, mais ça n'explique pas le fait qu'il ne se qualifie pas. Parce que la volonté du peuple, la volonté des dirigeants, c'est que le Sénégal continue à aller à la Coupe du Monde une 3e fois de suite. Alors, voilà pour la CAN et pour les enjeux Coupe du Monde pour le Sénégal. Il y a une polémique, messieurs. Papa, Alassane, Aliou et Hamza, lancée par un ancien international anglais, Jamie Carragher, qui s'en est un peu pris à la CAN, même si lui, il n'assume pas réellement ses propos. Il s'en est pris à la CAN à travers Mohamed Salah. Il y avait un débat sur une télé anglaise. Mo Salah peut-il être Ballon d'Or, va-t-il être Ballon d'Or? Jamie Carragher, lui, a répondu, Mo Salah a un problème. Il est originaire d'Égypte et ne peut donc pas remporter une compétition majeure, ce qui pourrait l'empêcher de gagner le Ballon d'Or. Tollé énorme en Europe, en Angleterre déjà, en Afrique aussi. Je pense que vous êtes bien placé pour en parler. Est-ce que cette polémique, cette déclaration est arrivée à vos oreilles déjà? Alassane, est-ce que tu l'as entendu? La CAN serait un handicap pour remporter un Ballon d'Or? Il a complètement tort. Il a complètement tort. Je ne sais pas pourquoi ce qui lui est passé à la tête à dire ça, parce que c'est une bêtise pour moi. La CAN est assez huppée, la CAN a un très bon niveau. D'ailleurs, je pense que sur les statistiques que j'ai en tête sur la dernière CAN et la dernière Euro, je pense qu'il y a eu beaucoup même plus de buts à la CAN que cette dernière Euro. Donc la CAN est à un très bon niveau. Forcément, il y a moins de visibilité quand on est en Europe. C'est ça qu'il dit, c'est qu'aujourd'hui l'euro est plus valorisé à la CAN que la CAN. Oui. Ça, c'est une réalité en revanche. Oui, c'est une réalité. C'est une réalité, mais c'est pas une question aujourd'hui de qualité ni une question de. Moi, je dirais plutôt que aujourd'hui les Européens peut-être les Européens mettent cette CAN-là sur une fenêtre vraiment très très loin, pour ne pas trop non plus être dérangé par l'euro qui est l'événement phare des Occidentaux. Mais je suis quasi persuadé qu'aujourd'hui, un joueur qui est performant en Europe, qui joue la Champions League, qui joue le championnat comme la Premier League, qui joue la Coupe d'Angleterre, qui joue sur tous les tableaux et qui est performant, peut être capable de gagner le Ballon d'Or. Parce que George Weah, qui est libérien aujourd'hui, qui n'a jamais
gagné la CAN, a gagné quand même ce ballon d'or-là et il a évolué au Milan AC, il a évolué au Paris Saint-Germain, dans les plus grands clubs du monde. Donc, dire qu'aujourd'hui, parce que Mo Salah est égyptien, il ne pourra jamais gagner la CAN, je ne suis pas d'accord. Sadio Mané a été deuxième. Sadio Mané a été deuxième en tant que Sénégalais. Il n'a pas gagné parce que tout simplement, cette année-là, Benzema marchait sur l'eau parce que forcément, il était beaucoup plus performant que Sadio Mané. Mais aujourd'hui, je ne suis pas d'accord des propos de Carragher parce que la CAN, quand même, reste un événement quand même exceptionnel, qui a des statistiques exceptionnelles et que même par rapport à la Copa América, je pense que même les Sud-Américains mettent plus la Copa América devant la CAN. Mais si vous voyez les deux statistiques sur le plan technique, sur le plan total but et tout ça, on bat largement les records par rapport à la Copa América et à la Coupe d'Europe. Papa, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es tombé de ta chaise quand tu as entendu ce qu'a dit Carragher? La CAN sera un handicap. J'ai fait pire que ça, j'ai failli m'étouffer. En fait, vous savez, c'est de la condescendance. Et pour moi, la condescendance est une forme de racisme. Vous m'entendez? Oui, très bien, très bien. Alors, voilà, donc du coup, je disais que pour moi, c'est scandaleux. C'est de la condescendance et la condescendance est une forme de racisme. Je pense que les Africains ne sont pas respectés. Nous qui aimons le football, nous qui suivons le football depuis des années, on ne peut pas me dire que depuis la création du Ballon d'Or, un Africain ne peut pas le gagner. Ça, ce n'est pas possible. J'espère qu'il va s'en rendre compte. Nous, on l'invite à regarder la CAN parce que ses propos sont hors sol. Un Africain aujourd'hui mérite d'être le Ballon d'Or. Et je ne serais même pas surpris, vu comment Mo Salah a commencé cette saison, qu'il soit un sérieux prétendant pour gagner le Ballon d'Or, qu'il gagne la CAN ou pas. Voilà, tout simplement. Aliou, si Mo Salah est Ballon d'Or là, en 2025, est-ce que ça va faire plaisir également aux Sénégalais? Ben évidemment, ça reste un fils de l'Afrique. Le Sénégal est un pays foncièrement panafricain. Au-delà de tout, ce serait que justice. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, Mo Salah est le meilleur joueur du monde actuellement. Maintenant, ce que Carragher dit, c'est une vue de l'esprit. C'est par pure méconnaissance. Il ne sait absolument rien du football africain. Il n'a jamais regardé certainement une compétition africaine pour parler ainsi. Mais la meilleure réponse, elle est venue de Rio Ferdinand, qui a répondu au nom certainement de tous les Africains, parce que Rio, au moins, il regarde le football africain et il sait de quoi il s'agit. Le football africain est devenu très compétitif. Les footballeurs africains brillent dans les meilleurs championnats du monde et souvent ils sont partis des meilleurs. Pour ne pas dire s'ils sont les meilleurs. Et aujourd'hui, ils n'ont aucun complexe vis-à-vis de n'importe quelle sélection, que ce soit de n'importe quel football. Jimmy Carragher s'est complètement bourré sur cette question-là. Hamza. Moi, j'entends, je souscris absolument à tous vos propos. Maintenant, il y a un point qui, moi, me semble fondamental et que l'on n'évoque jamais ou pas assez. Comment voulez-vous qu'en Europe ou qu'en Amérique du Sud, qu'en Amérique du Nord, on prenne au sérieux une compétition quand nous-mêmes, Africains, on ne la valorise pas de la meilleure manière qui soit. Lorsque des joueurs te disent la prochaine Coupe d'Afrique, je ne vais pas y aller parce que, peu importe la raison, ça peut être une raison parce que mon club me met la pression, ça peut être une raison parce que j'ai des objectifs sportifs avec mon club qui est en difficulté, etc. Aujourd'hui, il faut comprendre que la Coupe d'Afrique des Nations, peu importe les dates, se dispute sur un calendrier qui est fait par la FIFA et est protégé par des dates FIFA. Aujourd'hui, des joueurs qui refusent de disputer une Coupe d'Afrique des Nations, des joueurs africains, de nationalité africaine, qui refusent de disputer une Coupe d'Afrique des Nations, si tu laisses la possibilité au club, si tu laisses la possibilité aux dirigeants d'entrer justement dans cette faille-là que laisse le joueur, forcément, il va se dire « Ah oui, mais peut-être que pour lui, la Coupe d'Afrique, c'est pas si important que cela. » Lorsque l'on voit des dirigeants de fédération venir expliquer, alors on s'est mis d'accord avec le club qui va nous libérer tel joueur 3 jours avant le début ou 3 jours avant notre entrée en liste pour la Coupe d'Afrique. À un moment, moi, ce ne sont pas des choses que je vois sur une Copa América, sur un championnat d'Europe. Alors on va me parler peut-être, et à juste raison, de l'histoire du calendrier. C'est vrai que la Coupe d'Afrique des Nations, on le revoit encore là. Là, on la joue aussi en décembre, janvier, parce que la FIFA a décrété que l'été prochain, c'était la Coupe du monde des clubs et rien d'autre. Mais à un moment, il va aussi falloir que du côté africain, on pense à valoriser cette compétition et surtout
au niveau de l'état d'esprit, aussi bien de la part des joueurs, aussi bien de la part des supporters. Et là, je suis désolé, je ne vais pas me faire des amis du côté marocain, mais lorsque j'entends certains ou lorsque je lis certains supporters te dire je préfère faire une demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations que remporter une demi-finale de Coupe du Monde, pardon, que remporter une Coupe d'Afrique des Nations. Eh oui. On parle d'un pays qui n'a remporté qu'une seule Coupe d'Afrique des Nations. Ça, ce sont des propos que je ne peux pas entendre. Moi, si demain, Nico, je te pose la question, est-ce que tu préfères faire une demi-finale de Coupe du Monde ou gagner un championnat d'Europe? Quelle est ta réponse? L'Euro, évidemment. Mais voilà, donc C'est voilà, les titres, palmarès. ça commence aussi par un comportement que nous, Africains, on doit avoir pour justement ne pas laisser la place au doute ou ne pas laisser la place à ce type de propos venant d'Europe, d'Amérique ou peu importe le continent. Je demandais à papa, notamment supporter des Lions de Teranga, je pose la question justement à Kassoulva à l'instant, Hamza, tu choisis quoi toi? Demi-finale de Coupe du Monde en 2026 ou victoire à la CAN en 2025? La question ne se pose même pas à gagner la CAN. En fait, on ne retient malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, que les palmarès. Et en fait, pour répondre à cette question, Sadio, des joueurs comme Sadio Mané, comme Didier Drogba, comme Mo Salah ont montré que, en fait, ce qui a aussi fait la légende de leur carrière, c'est ce qu'ils ont fait avec leur équipe nationale. Donc, en fait, moi, je suis persuadé que les grands footballeurs aiment plus leur nation que leur club. Donc, en fait, cette situation, je pense que les jeunes générations doivent s'en inspirer. En fait, qu'il faut être patriote, il faut tout donner pour son pays, et que si tu vas être un grand joueur, je veux dire, une légende dans ton pays, il faut que tu défendes les couleurs de ton pays, en fait. Tout simplement, je préfère gagner 1000 fois la CAN que faire une demi-finale de Coupe du Monde. Faire une demi-finale de Coupe du Monde. Alors, justement, le continent européen et le continent africain vont se retrouver le 6 avril. Et Alassane N'Dour, tu seras sur place. Ce sera au Sénégal, à Dakar, pour l'inauguration du stade Léopold Sédar Senghor, 6 avril prochain. Match des anciens Sénégalais, anciens Français. Parmi les Français, Manu Petit sera là, Youri Djorkaeff, Franck Leboeuf notamment. Tu seras sur place avec d'autres légendes sénégalaises. Alassane, ce sera donc 23 ans après ce 31 mai 2002, France-Sénégal, Coupe du Monde en Corée, match d'ouverture de ce mondial. Français champion du monde, Français champion d'Europe. Et donc l'histoire, on la connaît. Alassane, les Bleus tombent sur un but de Papa Bouba Diop. T'étais sur place, t'étais sur le banc à l'époque. Quels souvenirs tu en gardes? Ouais, des souvenirs extraordinaires. C'est inexplicable. Pour un jeune joueur que j'étais, c'était juste, voilà quoi. C'était un rêve, c'était le summum. Voilà, c'est quelque chose qui est gravé à vie dans nos cœurs, dans notre esprit. Maintenant, 23 ans après, on remet les godasses ici à Dakar. Je ne sais pas si on va appeler ça la revanche ou bien on va appeler ça le remake. En tout cas, ça va être un beau spectacle. Ça nous fera plaisir d'accueillir, de recevoir les Bleus et de plusieurs générations confondues, hein, parce que nous aussi, on sera avec d'autres générations confondues. Il y aura la génération de 2006, la génération de 2010. Donc, ce ne sera pas que les joueurs de 2002. Et je crois qu'il y aura Ronaldinho aussi qui sera là, en plus. Ouais, apparemment, il y aura Ronaldinho. Il y aura du spectacle, on va bien rigoler. Bon, forcément, il y aura pas la même vitesse ni la même intensité qu'on avait en 2002, mais au niveau technique, je pense qu'il y aura du répondant sur le terrain. On a une pensée bien sûr pour le regretter, hein, Papa Bouba Diop. Papa, quel souvenir tu as, toi, marquant de ce match en 2002? En 2002, j'avais 19 ans. Comme la plupart des Sénégalais, à midi, on a tous mangé du poulet. Donc, c'est ce qui était... c'est top. Vu que l'emblème de la France, c'est le coq. Donc, voilà, ce jour-là, tout le monde a mangé du poulet. Donc, c'était top. Voilà. Et puis après Exactement, on a fait la fête. Parce qu'en fait, avec le décalage horaire, c'était à 13h30, je pense, la fin du match. Donc, on a fait la fête toute la journée et jusqu'au soir. Donc, c'était magnifique en plus de manger du poulet, comme je vous ai dit. Une immense victoire, papa. Il y a eu la qualification pour les huitièmes de finale, la victoire en huitième de finale contre la Suède en prolongation, et puis un quart de finale, on s'en souvient, contre la Turquie. Une défaite là aussi 1-0, seulement 1-0 en prolongation. Vous auriez pu faire demi-finale. J'espère que vous serez au rendez-vous en 2026. Avant de terminer ce podcast After Afrique, Alassane, je voulais dire un mot quand même de ton association. On en a parlé tout à l'heure rapidement avec papa, Marmite du Cœur, hein, qui vient en aide aux personnes en difficulté. Ça fait des années que tu te mobilises avec des bénévoles, avec des sponsors également dans tout le pays et pas uniquement à Dakar, dans toutes les régions du Sénégal. Oui, Marmite du Cœur, donc une association que j'ai créée avec un ami qui s'appelle Mustapha. Il est dans la culture, dans la musique plus particulièrement. Donc nous avons créé cette association-là pour
faire un retour des compétences, un peu aider cette population sénégalaise qui nous a tant supporté, parce que moi en tant que joueur, lui en tant que musicien, donc voilà, on a fait un retour pour vraiment redonner aujourd'hui ce sourire, cet espoir-là à cette population démunie. Forcément, nous nous sommes inspirés des Restos du Cœur qui, quand même, fait beaucoup de belles choses. À l'image de Coluche qui a su créer cet engouement, qui a su développer cet élan de solidarité et qui est devenu aujourd'hui une grande institution en France. Bon, on n'en est pas encore là, mais on attaque notre 16e année d'affilée à être sur le terrain, plus particulièrement pendant le Ramadan, qui reste un moment phare, un moment vraiment de partage, un moment vraiment de convivialité entre nous, Sénégalais et Africains. Donc du coup, ça a pris beaucoup d'ampleur. Au début, on était quasi sur Dakar, mais aujourd'hui, on est sur les 14 régions du Sénégal. On donne des kits alimentaires, on rompait le jeûne avec cette couche défavorisée, avec des plats africains, sénégalais. On donne des kits alimentaires, on construit des puits pour certains villages qui n'ont pas accès facile à l'eau. Donc on fait pas mal de choses pour un peu aider, pour un peu aujourd'hui redonner ce qui est à César, ce qui appartient à César, parce que c'est ces gens-là qui, quand on était acteurs, qui étaient derrière nous à nous supporter. Alassane, bravo pour tout ce que tu fais, hein, évidemment, pour le Sénégal. On est heureux de t'avoir eu aujourd'hui, c'était un grand plaisir. J'espère qu'on te croisera également sur la route de la CAN et pourquoi pas à la CAN dans quelques mois. Merci à toi, Alassane Ndo. Merci beaucoup. Merci à papa également. On te souhaite le meilleur, papa, tu nous appelles quand tu veux, évidemment. Hein. L'antenne d'RMC est ouverte. Merci papa. Merci beaucoup. Merci à très vite. Alors on finit comme tradition ce podcast After Afrique avec toutes les actualités qui vous auraient échappé durant ce mois de février, l'actu football africain. Hamza, d'ailleurs on en parlait il y a 2 semaines, les résultats du tirage au sort des compétitions CAF. Tiens, commençons avec les clubs. Oui, effectivement, on va débuter même avec la Ligue des Champions, les quarts de finale. Al-Ahli, Al-Hilal sera la première affiche. Pyramids Asfar et son nouvel entraîneur, le Portugais Alexander Santos. Mamelodi Sundowns, Espérance Tunis. Et enfin, Mouloudia Club d'Alger, Orlando Pirates. Match début avril, même période pour les quarts de Coupe de la Confédération. ASEC Mimosa Berkane, choc algéro-algérien entre Constantine et l'USM Alger. Stekelenborg, le club sud-africain face aux Zamalek. Et enfin, Al-Masri face aux Tanzaniens de Simba. Et on a eu le tirage au sort également de la CAN U20. Effectivement, le tenant du titre, le Sénégal, sera opposé à la Zambie, au Kenya et à la Sierra Leone. Ce sera pour le groupe C. Nigeria, Égypte, Afrique du Sud, Maroc pour le groupe B. En vain, le groupe A, celui du pays hôte, la Côte d'Ivoire, qui accueillera la Tanzanie, le Ghana, la RDC et une 5e équipe dont l'identité reste à déterminer. Suite à la suspension, on le rappelle, de la Fédération du Congo-Brazzaville, le Cameroun ou la Centrafrique devait être le dernier participant de ce seul groupe de 5 pays. Début de la CAN le 26 avril prochain. Rappelons que les 4 demi-finalistes se qualifieront pour la Coupe du Monde du vin. Ce sera au Chili en septembre prochain. Et en manque de participants, le CHAN relance un tournoi qualificatif pour les 2 dernières places restantes. Effectivement, 7 pays qui disputeront de nouveaux barrages. 3 matchs au premier tour. Comores, Malawi, Afrique du Sud, Égypte et Gambie, Gabon. Le vainqueur de ce Gambie-Gabon jouera face à l'Algérie, qualifiée d'office au second tour. Match aller du premier tour dès ce week-end. Retour dans 10 jours. Le second tour se disputera au mois de mai. Tiens, l'Algérie justement, sans surprise, officialisation de la réélection de Walid Sadi à la tête de la fédération. Effectivement, le président qui entame son 2e mandat jusqu'en 2029 avec une priorité, le développement de la responsabilité des clubs pour la formation des jeunes joueurs algériens. Chaque club professionnel doit travailler pour avoir son propre centre de formation et pour y parvenir, Walid Sadi comptera sur Ali Mousser, le nouveau directeur technique national. Tiens, on en parlait également il y a quelques semaines dans l'émission. On a désormais tous les détails du match amical de prestige pour le Sénégal. Ce sera en juin prochain face aux Anglais. Oui, ils pourront d'ailleurs fermer une bouche, celle de Jamie Carragher. Pourquoi pas à l'occasion de ce match pour les supporters galsen qui nous écoutent. La rencontre se disputera à Nottingham. Ce sera le mardi 10 juin, 19h45 heure locale. D'ailleurs, une autre sélection a dévoilé son programme pour le mois de juin. Le Maroc disputera 2 matchs amicaux les 7 et 10 juin prochains face à la Tunisie puis contre le Bénin. Le lieu de ces rencontres, par contre, n'a pas encore été dévoilé. Enfin, donc, un nouveau stade va être inauguré. C'est pas celui de Dakar, Léopold Sédar Senghor, c'est un autre stade inauguré par des légendes mondiales là aussi. Ça se passe en Libye. Oui, après une fermeture à la fin des années 2000, un report des travaux reporté, annulé
annulé. Ensuite, en raison de la guerre civile, le Benghazi Stadium, ex-stade du 28 mars, a été enfin inauguré. 41 000 places pour l'une des désormais plus belles enceintes du continent. Les plus grandes gloires du football mondial étaient là la semaine dernière pour une rencontre de gala. Roberto Carlos, Terry, Vidic, Figo, Seedorf, Trezeguet, Kluivert, Samuel Eto'o, Michael Owen et beaucoup d'autres. Le match de qualif d'ailleurs entre la Libye et l'Angola se disputera justement à Benghazi. Ce sera jeudi 20 mars à 19h GMT. Stade qui accueillera également le Soudan-Sénégal. On en parlait tout à l'heure, 2 jours plus tard, puisque les Soudanais ne peuvent pas accueillir de match sur leur sol. Voilà pour ce nouveau numéro du podcast After Afrique. Merci Hamza. Rendez-vous dans 15 jours à peu près avec Gilbert Bribois qui prendra le relais. On s'est régalé encore une fois après le Maroc, l'Algérie, la RDC, le Sénégal. Restez bien à l'écoute de ce podcast tous les 15 jours. Il y a de plus en plus nombreux à nous suivre également sur YouTube. Merci Hamza, à très vite et merci également à Najib. RMC After Afrique.